Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau débriefing. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir un politologue, Emmanuel Leroy, qui va nous parler de la crise en Ukraine. Cette crise qui a défrayé la chronique dans les dernières 48 heures prend sa source il y a bien longtemps. Emmanuel Leroy, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'abord de nous donner un peu de votre temps pour nous expliquer tout ça. Peut-être il serait bon avant tout qu'on remette l'Ukraine et ce conflit dans sa place dans l'histoire. Ça me paraît un commencement parce que depuis le début de cette crise, nous avons assisté à beaucoup de communication, beaucoup de gesticulation de la part des médias mainstream et on est loin, je crois, d'effleurer, d'approcher seulement la vérité. Donc pour refaire je dirais une mise en perspective, je dirais qu'il faut d'abord se rappeler que ce conflit ne date pas d'il y a quelques semaines, ou la crise ne date pas d'il y a quelques semaines comme on voudrait nous le faire croire. La crise immédiate prend sa source en 2014 avec le coup d'État du Maïdan. Ça, c'est vraiment le point de départ où l'on assiste à un coup d'État très clairement soutenu par les Occidentaux, et notamment par Madame Victoria Nuland, à l'époque sous-secrétaire d'État, je crois, au département des Affaires étrangères des États-Unis, qui a revendiqué sur la place du Maïdan, ça a été enregistré et clairement démontré, que les États-Unis avaient dépensé de son propre aveu plus de 5 milliards de dollars en l'espace de 20 ans pour préparer ce coup d'État. Donc, c'est véritablement cette date historique initiale qui voit le début de cette crise de l'Ukraine contemporaine, où un régime, comment dirais-je, fantoche, prend littéralement la place d'un régime certes contestable, certes corrompu, certes critiquable par beaucoup d'aspects, mais qui avait néanmoins l'avantage d'être un régime démocratiquement élu et reconnu, y compris par la communauté internationale. Donc, tous les gouvernements qui se sont succédés à Kiev depuis 2014 sont issus d'un coup d'État et de ce point de vue sont illégitimes, si ce n'est illégaux. Donc c'est véritablement le socle juridique sur lequel s'appuient les Russes pour contester la légitimité du régime de Kiev. Mais ça, c'est une approche, une vision historique récente. Je crois que si l'on veut vraiment comprendre les soubassements, les racines profondes du conflit qui a lieu en Ukraine aujourd'hui, il faut remonter un peu plus avant, et notamment donc à la guerre en Syrie, car ces deux guerres, malgré les apparences et le contexte géographique éloigné, ces deux guerres sont liées, car elles ont les mêmes protagonistes. Et la guerre en Syrie qui préexistait au conflit en Ukraine, c'est là aussi la volonté des puissances anglo-saxonnes, puisque ce sont toujours elles qui sont à la manœuvre, d'occuper le terrain sur ce que le géographe et géopoliticien Alfred Mackinder avait baptisé le Rimland, c'est-à-dire cette immense zone terrestre qui englobe ce qu'il appelle le Heartland étant incarné par la Russie et le Rimland étant toutes les zones qui sont dans la circonférence de ce Heartland. La Syrie fait partie du Rimland et c'est une zone de contestation, une zone de conflit sur laquelle les anglo-saxons voulaient créer de l'insécurité ou de la distorsion pour contribuer à affaiblir la barrière protectrice de la Russie. Et donc, c'est la raison pour laquelle, en 2011, la Syrie a fait l'objet de ces attaques à la suite des printemps arabes que l'on a vus en Libye ou sur tout le littoral méditerranéen. Mais tout cela participe d'une même guerre que les anglo-saxons continuent à faire pour encercler la Russie et la faire tomber, parce que la Russie représente à leurs yeux le dernier pays sur le continent européen qui résiste à leur hégémonie. Tous les autres pays, si l'on veut bien être objectif, tous les autres pays de l'Europe occidentale et maintenant de l'Europe centrale et orientale sont tombés dans leur escarcelle, sous leur hégémonie. Il ne reste plus que la Russie qui résiste à leur volonté d'asservissement et c'est la raison pour laquelle tous les moyens, je dis bien tous les moyens, militaires, politiques, financiers, économiques, culturels, sont employés par l'oligarchie anglo-saxonne afin de faire tomber la dernière capitale qui n'est pas entièrement entre leurs mains. Donc voilà ce que l'on peut dire en brossant un tableau rapide de la situation pour que l'on ait une vision claire et véritablement en perspective de ce conflit qui a lieu aujourd'hui. Merci Emmanuel Leroy pour ça. Mais
Revenons un petit peu à la réponse de la classe politique française. Il y a quand même eu une déclaration de guerre, puisque la Russie a déclaré comme étant une action militaire. La classe politique française a trouvé ça comme étant une voix unanime, une déclaration de guerre. Comment peut-on expliquer que tout le monde, je veux dire, condamne cette action qui s'est passée dans les 48 dernières heures? La réponse me semble assez simple, si on veut bien être objectif et honnête, c'est que l'intégralité des élites de ces pays occidentaux qui sont tombés dans le camp de l'hégémonie anglo-saxonne, toutes ces élites sont tenues d'une manière ou d'une autre et sont priées de faire ce que la doxa occidentale leur commande, et donc de ce fait, ils n'ont plus aucune liberté de manœuvre. Alors, comment dirais-je, il n'y a pas de volonté de faire bouger ces élites par la menace, ce n'est pas la peine. Elles pratiquent elles-mêmes l'autocensure et elles ont parfaitement compris que si elles veulent garder leur poste, qu'elles soient politiques, qu'elles soient journalistiques ou financières, ou quel que soit le poste de responsabilité qu'elles occupent, ces élites savent qu'elles doivent tenir ce discours unique, sauf pour elles à risquer leur place et leur carrière. Donc c'est par la menace à caractère social que ces élites donc que nous distribuent un message qui est strictement équivalent, et que l'on soit à Vienne, à Londres, à Washington, à Berlin ou à Paris, nous avons strictement le même discours. Et ce n'est même pas la peine de se concerter pour distribuer des éléments de langage. Les différents responsables des journaux ou des hommes politiques en poste dans ces différentes capitales savent très bien quel est le langage qu'elles doivent tenir. C'est véritablement de l'ordre du réflexe de Pavlov. Ces responsables, ces élites, ces éminentes personnalités politiques ou médiatiques savent parfaitement quel est le discours qu'elles doivent tenir si elles veulent conserver leur place. Comment expliquer la tentative, on va dire, diplomatique du président Macron, puisque quand même la France a une tradition diplomatique. Si quelque part, en vous écoutant, on a l'impression qu'il y a l'impérialisme américain qui a pris le pas, ou anglo-saxon, qui a pris le pas sur la diplomatie à la française. C'était une tentative vaine, cette tentative? Alors, je le pense, en tout cas, donc, vu le résultat final, le moins que l'on puisse dire, c'est que la parole de la France n'a pas été entendue. Et si l'on veut bien, là encore, être un peu objectif, force est de reconnaître que depuis au moins les 3 dernières présidences de la République française, la France n'est plus entendue. Que ce soit sous M. Sarkozy, M. Hollande ou M. Macron, la parole de la France, le rôle d'équilibre de la France que ce pays tenait encore du temps du général de Gaulle, est aujourd'hui complètement n'est plus entendu. Donc il est évident que la France a perdu son rôle de puissance médiane, de puissance d'équilibre, de puissance de réflexion et ayant la capacité de faire discuter entre elles des partis opposés. Malheureusement, toute ce crédit politique a été complètement perdu, et je pense que M. Macron, dans la perspective de cette élection présidentielle dans laquelle il veut peut-être encore jouer un rôle, est allé faire de la gesticulation politique, de la représentation, du théâtre, et on a vu le résultat, malheureusement, donc, qui a été absolument nul. Sur le terrain, donc en Ukraine, on a quelque part 2 populations qui s'affrontent, ceux qui sont pro-russes et ceux qui sont contre la Russie. Vous avez été sur le terrain vous-même. Comment décririez-vous, on va dire, la situation là-bas? Avez-vous des contacts avec des correspondants là-bas? Alors, d'une part, donc bien sûr, j'ai des contacts dans le Donbass et en Russie d'une manière générale, mais j'y suis surtout allé déjà une bonne dizaine de fois, et je pense avoir une vision relativement exacte de ce qu'est la situation en Ukraine, ne fût-ce que pour m'intéresser également à ces pays du monde slave depuis déjà plusieurs décennies. Et il serait, à mon avis, erroné de réduire le conflit présent actuellement en Ukraine en une espèce d'antagonisme entre des populations russophones à l'est et des populations ukrainophones à l'ouest. En fait, l'Ukraine est une mosaïque de populations extrêmement diverses, dans lesquelles le substrat russe et ukrainien est majoritaire de manière indéniable, et auxquelles se rattachent des dizaines d'autres nationalités, parmi lesquelles des Moldaves, des Hongrois, des Roumains, des Tatars, des Grecs,
etc., donc, qui composent la mosaïque ethnique de ce pays. Donc on ne peut pas parler d'un peuple, entre guillemets, ukrainien et d'un peuple russe qui s'affronteraient sur le terrain linguistique et culturel depuis des décennies, voire des siècles. C'est un mensonge complet. Si on remonte encore plus loin dans l'histoire, et si l'on prend par exemple le grand écrivain russe ou ukrainien qu'ils appelaient Nicolas Gogol, il s'exprimait exclusivement en langue russe. Il connaissait l'ukrainien, évidemment, mais il le parlait chez lui, mais pour exprimer son art de la littérature et de la poésie, il le faisait sous le vocable russe. Et c'est vraiment cela dont il faut prendre conscience, c'est que l'Ukraine, véritablement, est une terre russe, fondamentalement, et nombre d'Ukrainiens le reconnaissent. Et j'ajouterais en outre que le conflit, aux yeux de beaucoup d'Ukrainiens et beaucoup de Russes, est d'autant plus absurde qu'en Russie, il y a des dizaines de millions de familles qui ont en leur sein un cousin, un oncle, un père, un frère qui est de nationalité ukrainienne, et encore aujourd'hui. Ce qui explique d'ailleurs qu'au tout début du conflit, dès 2014-2015, quand la situation est devenue très difficile pour les russophones d'Ukraine, sur le plan économique et sur le plan des menaces que faisaient peser sur eux les extrémistes du régiment Azov et de leurs affidés, plus de 3,5 millions d'Ukrainiens russophones ou ukrainophones d'ailleurs, ont quitté l'Ukraine pour aller se réfugier dans leur famille en Russie. Et ça, ce n'est jamais dit. Donc, on ne peut pas véritablement parler d'antagonisme entre des pro-russes et des pro-ukrainiens. Le conflit est beaucoup plus complexe que ça, la nature est beaucoup plus complexe que ça, et la réalité, c'est que le pouvoir ukrainien qui s'est installé à Kiev en 2014 est en fait infiltré par l'oligarchie anglo-saxonne. Là encore, c'est documenté. Nous savons qu'il y a aujourd'hui même, là, pendant le conflit en cours, nous savons qu'il y a des conseillers américains qui tiennent les organes clés, du moins pendant encore quelques heures ou quelques jours, qui tiennent encore les organes clés du pouvoir exécutif du régime de Kiev. Ce qui veut dire que donc aujourd'hui, le conflit tel qu'on l'entend dans les médias, c'est quelque part un peu comme la Covid. Il y a une forme d'information qui est la même dans tous les médias, différentes sur des médias comme RT France ou d'autres médias, on va dire, comme le nôtre. Comment expliquez-vous, on va dire, ce comportement, ce traitement médiatique? C'est dans la mouvance encore de cette influence anglo-saxonne? Alors je le crois, c'est à travers différents articles que j'ai publiés ces dernières années, je parle effectivement de ce que j'appelle l'idéologie anglo-saxonne, c'est-à-dire cette vision du monde qui vise à conquérir le monde littéralement et à achever de mettre sous sa coupe, encore une fois, le dernier pays véritablement qui lui résiste, la Russie, la Chine étant, de mon point de vue, un élément secondaire dans la stratégie des anglo-saxons, et ils se sont donné les moyens pour le faire. Et donc, en particulier dans la sphère médiatique ou informationnelle, dont ils savent pertinemment qu'elle est capitale dans le monde d'aujourd'hui, surtout dans un monde qui est extrêmement relié par les réseaux et par Internet tel qu'il fonctionne aujourd'hui, la maîtrise de l'information est capitale, et les anglo-saxons se sont donné les moyens financiers et techniques pour dominer ce monde de l'information par des mots d'ordre, je pense, c'est le terme qui me paraît être le plus approprié, par des mots d'ordre qui sont donnés par des médias directeurs, n'est-ce pas, comme le New York Times ou le Washington Post ou le Financial Times, par exemple. Et ces mots d'ordre sont parfaitement exécutés et repris par les correspondants des principaux médias occidentaux, que ce soit dans les pays européens, japonais, d'Afrique ou d'ailleurs. Tous les pays qui se sentent appartenir à la sphère occidentale reprennent comme un mot d'ordre tous les signes avant-coureurs qui sont auparavant distribués dans les médias pilotes, si je puis dire. On a entendu beaucoup ces dernières heures le rôle de l'OTAN en Ukraine, l'influence, on va dire, de l'OTAN. C'est ce à quoi vous faites référence là? L'OTAN est une arme dans ce que j'appelle l'idéologie anglo-saxonne, mais c'est une arme de coordination militaire. Alors, ce qu'il faut noter, par exemple, c'est que, prenons l'exemple de l'ancien général américain David Petraeus, qui était en poste, je crois, en Afghanistan au tout début de
conquête de ce pays par les Américains au lendemain du 11 septembre. Le général David Petraeus aujourd'hui est à la tête d'un conglomérat de presse dont le siège, je crois, est en Hongrie, si je ne m'abuse, et qui coordonne plusieurs dizaines de médias écrits et audiovisuels dans toute la sphère balkanique et centre et extrême orientale. Et vous avez donc là un exemple typique d'un ancien général de l'OTAN qui est passé dans la sphère médiatique, dans la sphère audiovisuelle et de presse écrite, et qui a le même rôle de nature différente, évidemment, mais un rôle de conquête et d'influence que celui qu'il avait lorsqu'il portait l'uniforme militaire américain. Et c'est un exemple parfait de cette volonté de conquête par toutes les armes à leur disposition. Ce général Petraeus, c'est l'archétype du bon soldat anglo-saxon qui fait son travail de conquête et de ravissement des esprits, si je puis dire, de conquête des esprits qui consiste à influencer les esprits et les âmes par une propagande extraordinaire qui est l'équivalent en termes militaires d'un bombardement démesuré. Et c'est ce à quoi nous observons, ce que nous observons aujourd'hui, ne fût-ce que dans la presse française, depuis avant-hier, c'est un déluge d'annonces, mais toutes symétriques, toutes identiques, toutes allant dans le même sens, avec les mêmes mots-clés, les mêmes références. J'observe par exemple que les principaux responsables européens ont également tous dans leur communiqué bien précisé que l'agression russe, puisque c'était le terme qui a été utilisé, l'agression russe avait été non provoquée. Si vous prenez les communiqués de Mme von der Leyen, de la présidence française, de M. Scholz et de nombre d'autres responsables occidentaux, y compris canadiens, vous reverrez que cette locution agression non provoquée est à peu près systématiquement utilisée par tous, ce qui prouve bien, là encore, qu'il y a sinon un chef d'orchestre, du moins quelqu'un qui communique les notes de musique à distribuer. Et donc, on va dire la Russie s'est trouvée à ses portes avec une influence anglo-saxonne, peut-être un petit peu trop près. Est-ce que c'est vraiment la motivation du président russe pour déclencher cette offensive ? Je crois que la réaction des Russes et de leur président est annoncée depuis longtemps. Il faut se rappeler le discours de Munich de 2007 où Vladimir Poutine annonçait déjà que la menace que l'Occident faisait peser en termes militaires sur ses marches, notamment sur tous les anciens pays de l'ex-Union soviétique, n'était pas acceptable sur le long terme. D'autant que depuis 2007, cette pression est allée crescendo avec l'installation de batteries de missiles soi-disant antimissiles dans les deux pays que sont la Roumanie et la Pologne. Or, on sait aujourd'hui que technologiquement, ces systèmes de lancement de missiles antimissiles peuvent parfaitement servir de vecteur à des armes balistiques conventionnelles ou nucléaires. Et avoir en Pologne et en Roumanie des systèmes d'armes qui peuvent toucher Moscou en l'espace de quelques petites minutes, c'est une menace inacceptable pour la sécurité de la Russie. Donc, sur le plan strictement militaire, il est évident que l'OTAN, et ça personne d'honnête et d'objectif ne peut le nier, l'OTAN, que ce soit à travers les pays baltes ou la Pologne, la Roumanie, la Bulgarie, la Moldavie maintenant, qui est tombée également dans le camp occidental, tous ces pays font peser une pression militaire qui aujourd'hui, en termes de capacité de survie dans une guerre nucléaire, serait absolument dramatique pour la Russie si les armes nucléaires étaient installées, et elles sont en passe de l'être. De même en Ukraine, même si ce pays ne pouvait pas aujourd'hui adhérer à l'OTAN pour toutes les raisons juridiques que l'on connaît, notamment par le fait que la guerre dans le Donbass interdisait l'adhésion juridique à l'OTAN en tant que telle, il n'en demeure pas moins que, de manière officieuse, l'OTAN était en train de s'installer en Ukraine, y installer des bases, sans aucun accord valide sur le plan juridique, mais l'OTAN était en train d'occuper progressivement l'Ukraine, et l'Ukraine est à la porte de Moscou. Donc toutes ces conditions, toutes ces installations absolument en violation du droit international ont fait que la Russie a menacé de réagir pendant de nombreux mois, et à partir du moment où elle n'a pas eu de réponse à ces questions et à ces demandes,
elle est entrée en action pour protéger son immédiat proche et faire en sorte que la menace militaire recule. C'est ce qu'elle a fait donc avant-hier, donc en déclenchant cette opération militaire qui a consisté à neutraliser l'Ukraine, ce sont les termes qu'ils ont employés, désarmer l'Ukraine et donc en fait de la neutraliser littéralement pour qu'elle ne constitue plus une menace à ses frontières. Une neutralisation, on a vu donc le président Poutine qui a fait une allocution assez musclée à la télévision, auquel le président Macron a aussi répondu. La réponse de la France, c'est d'envoyer des militaires en Roumanie. Et est-ce que ça vous paraît justifié, pas justifié? Là, je pense qu'on est là encore dans le domaine de la gesticulation et de l'apparence. Quand on voit que la France n'a pas été en mesure pendant toutes les années où elle y a été d'assurer le retour à l'ordre et à la sécurité dans un pays comme le Mali, je vois mal la République française venir s'affronter à l'armée russe. Donc là, tout ce que nous faisons pour l'instant, c'est de faire du simulacre, donc d'envoyer quelques centaines de soldats en Roumanie pour rassurer ces pays ex-soviétiques ou faisant partie de l'orbite soviétique et qui se sentent entraînés dans une spirale de guerre et de peur. Et la France donc fait un geste microscopique, symbolique, consistant à dire, voyez, nous sommes avec vous, on vous envoie des soldats, mais il est évident que ce n'est pas quelques centaines de soldats qui pourront, en cas de conflit avec la Russie, donc résoudre la moindre question de défense. Donc là, je crois qu'on est vraiment dans l'illusion, dans l'apparence, dans le faux semblant, et que ça ne changera absolument rien. La France n'a aucune crédibilité, pas plus que l'Europe d'ailleurs, et au-delà de l'Europe, pas plus que l'OTAN. Parce que ce dont il faut bien prendre conscience aujourd'hui, c'est que le déséquilibre entre la Russie et le camp occidental s'est inversé littéralement en faveur de la Russie au cours des 20 dernières années. Et si vous me permettez cette allusion, je crois qu'elle est importante, je pense qu'avec 40 ans de retard, je crois que la Russie peut dire aujourd'hui qu'elle a gagné la guerre des étoiles auquel elle avait été confrontée par le président Reagan dans les années 80. Parce que c'est ce que l'Occident, l'OTAN en particulier, a affirmé, disant qu'ils avaient gagné la guerre des étoiles, que grâce à cette course aux armements phénoménales auxquels le président Reagan les avait défiés, et qui les avait contraints à l'abandon et à la reculade jusqu'à l'effondrement de l'Union soviétique en 1991, eh bien, tout le travail de recherche technique, scientifique, que les scientifiques russes avaient réalisé dans ces années 80 dans cette course à l'escalade de la guerre des étoiles, eh bien, toutes ces archives militaires, toutes ces archives scientifiques ont été récupérées par la Russie de Vladimir Poutine dès le début des années 2000 et a abouti à ce résultat paradoxal et complètement déstabilisant pour l'Occident, c'est qu'en 20 ans, les Russes ont rebâti une puissance militaire telle qu'elle n'a pas d'équivalent aujourd'hui dans le monde. Et c'est la raison aussi pour laquelle les Russes se sentent suffisamment en puissance, en supériorité pour imposer leur volonté, c'est que les 20 années de travail considérable qu'ils ont accompli dans le redressement de leur armée leur permet aujourd'hui de faire reculer l'OTAN. Et je pense que dans les mois qui viennent, que l'OTAN l'admette ou ne l'admette pas, je pense que nous allons revenir à une situation diplomatique et militaire, à mon avis, assez proche de celle que nous connaissions en 1997, avant l'ouverture de l'OTAN aux pays baltes et aux pays d'Europe orientale. Donc, ça serait une situation un petit peu plus équilibrée, même si c'est… Je le pense. Je pense effectivement que la Russie aujourd'hui a la capacité militaire pour faire reculer l'OTAN à une distance raisonnable de sécurité. Je pense que c'est dans cet esprit que les Russes travaillent. Ils s'en sont donné les moyens. Les Russes sont des gens pragmatiques et intelligents. Et aujourd'hui, donc, ils ont estimé que c'était le bon moment pour faire reculer l'Occident, qui ne veut pas entendre raison sur le plan juridique. Donc, ils ont mis en place cette stratégie de reflux de la puissance occidentale jusqu'à une distance raisonnable de ces frontières. Donc, c'est l'intention que vous prêtez au président Poutine aujourd'hui, de par votre analyse de politologue de la situation, c'est qu'il va essayer de repousser cette coalition.
C'est en tout cas ce qu'ils annoncent, donc, parce que je ne suis pas devin, ni prophète, ni psychologue pour entrer dans le cerveau de Vladimir Poutine, mais si l'on en croit tous les écrits que publient les scientifiques russes, le ministère de la Défense, le Kremlin lui-même, c'est effectivement leur demande, c'est de parvenir à un rééquilibrage de la situation qui permettent à la Russie de se sentir en sécurité, et ils veulent, sur le plan strictement militaire, revenir au statu quo ante, c'est-à-dire à la situation que connaissait le monde, dans un relatif équilibre, dans les années qui ont suivi l'effondrement de l'Union soviétique. Et ils veulent surtout que l'OTAN, l'Occident, au-delà de l'OTAN, reconnaissent les promesses qu'ils ont engagées de ne pas s'avancer plus avant vers la Fédération de Russie, et que cette promesse que les Américains ont faite, mais jamais signée, effectivement, soit tenue. Et je pense qu'aujourd'hui, les Russes vont parvenir à ce résultat. Ils le souhaitent, ils le veulent, et je pense qu'ils y parviendront. Donc, ça sera une forme de renégociation des accords de manière à atteindre cet objectif, d'après vous? C'est probable, ça passera probablement par cela. Ça passera aussi par des mesures dissuasives, ça passera par des exemples très concrets, parce que je crois que le conflit en Ukraine voile beaucoup de choses qui se passent en ce moment et qui font partie de la politique de dissuasion russe. Il se passe un peu partout dans le monde, y compris dans l'espace, des phénomènes qui sont destinés à montrer à l'Occident que désormais on ne joue plus. Vous vous rappelez peut-être qu'il y a quelques mois, je crois que c'était en novembre ou en décembre dernier, la Russie a fait l'essai d'un missile qui a abattu un de leurs propres satellites dans l'espace. C'est la première fois qu'une armée sur la Terre donc réalisait ce type d'exploit. C'était un exercice, une démonstration que à partir de maintenant, la Russie a les capacités de détruire n'importe quel satellite dans l'espace à partir du sol, à partir d'un simple missile dont il possède la technologie, ce que ne possède pas l'Occident aujourd'hui. C'est les S-500, S-600, c'est ça? S-500 et S-600. S-500, S-550, effectivement. Et donc, ils ont fait un seul et unique essai qui a détruit leur satellite à plusieurs centaines de kilomètres dans l'espace, et ce que ne sont pas capables de faire les États occidentaux. Donc, ça signifie qu'en clair, si vous continuez sur ce terrain-là, nous allons détruire vos satellites, donc plus de GPS, plus de relais de télévision par satellite, etc. Et vous allez perdre une grande partie de votre capacité d'influence. Sans parler également de la maîtrise de la guerre électronique dans laquelle les Russes sont passés maîtres, et ce qui leur permet de contraindre un dysfonctionnement total des avions, des aéronefs, des navires, des satellites, qui leur permettent de désactiver littéralement la capacité offensive ou défensive de leurs ennemis, ce qui aujourd'hui donc est une condition de maîtrise absolue de l'arme de guerre, et encore une fois dans laquelle les Occidentaux sont, semble-t-il, très en retard. Bien, écoutez, Emmanuel Leroy, merci beaucoup de toutes ces précisions. Peut-être le mot de la fin, si vous aviez un élément à ajouter, ce serait lequel? Mais écoutez, donc dans tous les cas de figure, c'est que ce conflit en Ukraine, on ne peut qu'aspirer à sa rapide résolution pour que le sang cesse de couler, parce qu'il est évident que dans cette guerre, le sang coule des deux côtés. Donc on ne peut qu'espérer que cette guerre s'achève le plus vite possible. On ne peut qu'espérer que l'Ukraine recouvre son indépendance avec un régime plus équilibré et moins, comment dirais-je, moins aux ordres de la puissance anglo-saxonne, de manière à ce que le monde recouvre un peu de paix et d'équilibre. Voilà le vœu que je formule. Il est bien piètre, mais en tout cas, c'est celui que je fais pour les jours et les semaines qui viennent. Si l'on en croit les observations qui remontent du terrain, il semble que l'Ukraine soit en état de mort cérébrale, ou peu s'en faut. Certains experts américains estiment que l'Ukraine en a encore pour 3 ou 4 jours à tenir avant de s'effondrer. Espérons que ça aille le plus tôt possible, voilà, de manière à ce qu'il y ait le moins de victimes possible. Bien, écoutez, merci beaucoup de nous avoir donné du temps pour ce débriefing pour France Soir, avec une vision alternative, on va dire, de la lecture qu'on peut voir dans les médias mainstream, qui permet d'avoir un éclairage à la fois historique, un historique proche, puis un historique plus ancien, un rééquilibrage des forces en présence sur le territoire, avec, comme vous le dites, une forme de justification
de cette intervention militaire pour repousser peut-être à des négociations plus équilibrées. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous.